Bonjour, aujourd'hui je veux vous parler des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, du livre qui est tiré de ce même titre. Donc c'est vraiment le but, c'est de comprendre son ego, ses schémas répétitifs, pour enfin reprendre son pouvoir personnel et reprendre sa vie en main. Ce livre, il explique beaucoup tout ce qui est problème d'enfance. Et moi, dans cette présentation-là, je ne vais pas du tout parler de ça. Si vous voulez comprendre la source de votre enfance, allez acheter le livre et lisez-le. Ou alors, je suis sûre qu'il est en livre audio sur YouTube ou autre. Mais moi, en tout cas, je vais aller plus loin parce que je vais le combiner avec plein d'autres livres que j'ai lus et plein d'autres formations que j'ai faites. Alors, petite précision, moi je m'appelle Anaïs Cipriano, je suis spécialisée dans les grandes entreprises dans la conduite du changement et je suis également coach en PNL, passionnée de développement personnel. Donc pourquoi je fais cette vidéo et j'ai fait cette présentation? Parce que moi, de comprendre mes 5 blessures à travers plein de différents livres et de différentes sources d'informations, ça m'a énormément aidé à guérir plein de choses en moi. Et personnellement, ça m'a pris plus ou moins entre 5 et 10 ans à rassembler toutes ces informations. Et je trouvais ça important de les compiler en une seule présentation, en 24 slides, euh, et de vous les restituer pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous et plus rapide que 5-10 ans pour comprendre tout ce que moi j'ai compris avec beaucoup plus de temps. Donc je vous ai fait des schémas, je vous ai fait pas mal de choses pour aller rapidement à l'essentiel. Alors, pourquoi c'est important selon moi de comprendre les 5 blessures? Donc, il y a des observations à faire dans votre vie. Est-ce que vous avez un problème de confiance en vous ou d'estime de vous? Ou est-ce que vous savez même pas la différence entre confiance en soi et estime de soi? La confiance, c'est la capacité à faire. L'estime, c'est la capacité à s'aimer soi-même. Donc, il y en a plein qui disent j'ai pas confiance en moi, mais vous avez confiance en ce que vous faites dans la vie. Si vous devez, on vous dit de faire quelque chose, vous savez le faire, même vous savez que vous êtes débrouillard et que même si vous savez pas le faire, vous allez vous y arriver. Dans ce cas-là, c'est pas de la confiance en soi. Par contre, vous avez besoin des autres pour vous aimer. Vous attendez que les autres vous donnent de la valeur. Et dans ce cas-là, vous avez un problème d'estime de vous-même. Ensuite, si vous avez aussi des problèmes d'émotion, des débordements émotionnels, des colères, tristesse, jalousie, anxiété, vous n'arrivez pas à contrôler vos émotions. Pour moi, les 5 blessures de l'âme, ou les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, c'est les deux mêmes titres, c'est vraiment de la gestion émotionnelle. Et c'est primordial de savoir quand on ressent quelque chose, déjà qu'est-ce qu'on est en train de ressentir, et qu'est-ce que ça veut dire, et quelle est la solution. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Ensuite, il y a la répétition de choix de vie négatifs. Si vous vous rendez compte que vous n'arrêtez pas de répéter toujours plus ou moins les mêmes situations, toujours plus ou moins les mêmes personnes autour de vous, et donc du coup vous arrêtez et vous reprenez votre vie sans ce côté négatif que vous aimez pas, mais en fait ça continue. Il y a d'autres personnes qui ressemblent comme deux gouttes d'eau ou d'autres situations qui ressemblent comme deux gouttes d'eau. En fait, il y a un truc que vous n'avez pas guéri en vous et vous continuez d'attirer et ce genre de situation. Ensuite, il y a l'insatisfaction. L'impression de beaucoup donner, mais de ne jamais recevoir en retour. Ou alors vous pensez avoir tout ce qu'il faut dans la vie pour être heureux, vous cochez toutes les cases, mais au fond de vous, il y a un truc qui ne suffit pas. Il y a aussi des problèmes avec la notion du temps. Ou vous vivez dans le passé, ou vous vivez dans le futur. Pour vous, ça passe trop lentement, pardon, ou alors trop rapidement. Plein de petits problèmes comme ça qu'on va aller voir du coup avec des objectifs bien précis, de confiance et d'estime de soi, de gestion émotionnelle, de vivre en conscience des meilleurs choix à faire pour soi. Qu'est-ce que c'est que la satisfaction et le juste équilibre entre le donner et le recevoir? Ça veut dire quoi? Lâcher prise et vivre à l'instant présent, ni dans le passé, ni dans le futur. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'étape numéro 2. Alors, les 4 paliers de l'apprentissage, c'est 4 paliers que l'on peut appliquer à tout. Comment on apprend le piano, comment on apprend une nouvelle langue, comment on apprend un sport. Tout d'abord, on n'est même pas conscient
qu'en fait le piano ça pourrait être fait pour nous, qu'en fait peut-être qu'on a envie de se lancer dans la salsa, peut-être qu'en fait on a envie de commencer de la boxe, peut-être qu'on a envie d'apprendre le japonais. Et ça c'est de l'incompétence inconsciente. On ne sait pas encore faire tout ça, mais on ne sait même pas qu'on a envie d'apprendre à faire tout ça. Ensuite, on commence à se renseigner sur le sujet, il y a quelque chose qui nous titille, et là c'est de l'incompétence consciente. On est conscient qu'on est totalement incompétent, qu'on ne sait rien faire, mais ça nous intéresse. Donc là, c'est le pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. On passe à la troisième étape, la compétence consciente. Donc à la fin de cette vidéo, vous allez être à l'étape 3. Vous allez comprendre tous les schémas de votre mental. Vous allez comprendre tous les rouages que votre ego a pour vous auto-manipuler pour arriver à la sécurité ultime, mais donc du coup à un emprisonnement de votre vie. Donc en fait, vous savez ce que vous savez, mais il manque un peu de pratique. Et avec beaucoup de pratique, vous allez passer à la compétence inconsciente, où en fait vous allez faire les bons choix naturellement. Vous allez tout faire bien naturellement sans en être conscient parce qu'en fait vous aurez tellement bien pratiqué votre étape numéro 3 que vous en serez même plus conscient, que tout sera parfait. Donc là, tu es sûrement à l'étape 2 et ce carnet et donc cette présentation te permet de passer à l'étape 3. Et seule la pratique et la régularité te permettent de passer à l'étape 4. Alors, il y a plusieurs parties. Donc, la présentation générale. Donc, je vais t'expliquer ce que c'est que l'ego, ce que c'est qu'un schéma répétitif, etc. Ensuite, on va passer à la blessure d'abandon et de trahison. Ensuite, on va passer à la blessure de rejet et d'injustice. Parce que ces quatre-là, en fait, elles sont en systémie, elles travaillent en binôme. La cinquième blessure, c'est la blessure d'humiliation. Elle est particulière. Tout le monde ne l'a pas forcément, ou à des degrés différents. Et donc, du coup, je la mets de côté. Et ensuite, à la conclusion. Alors, la présentation générale, chapitre 1, un comportement négatif, c'est un ego blessé qui se protège. Avant de commencer sur c'est quoi un ego blessé, je voulais déjà présenter le livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Ça circule aussi sur internet sur les 5 blessures de l'âme, c'est la même chose. Il a été écrit par Lise Bourbeau, qui est un peu la papesse et celle qui a trouvé, étudié, analysé ces 5 blessures. Il est fait vraiment pour se libérer des schémas totalement répétitifs. Il permet de libérer le plan mental, donc tout ce qui est anxiété, peur et le fait de vouloir absolument tout comprendre et bien ficeler. Il y a aussi le plan émotionnel, donc tout ce qui est gestion émotionnelle, comme je l'ai dit. Et il y a le plan physique, ce qu'elle a analysé dans son livre, mais je ne vais pas en parler dans cette présentation, donc si ça vous intéresse, il faut aller lire ses livres à elle. Sur le plan physique, tout ce qui est des maladies qui sont en fait émotionnelles, mais ça ressort de façon physique, avec des malaises, des maladies, des accidents particuliers, ce genre de choses. Et tout ça, ce sont des conséquences des blessures. Les blessures, elles arrivent entre 0 et 7 ans, donc que dans l'enfance. Certaines blessures viennent du parent du même sexe. Certaines blessures viennent du parent du sexe opposé. Certaines blessures viennent du parent qui s'est le plus, ou de la personne, pas forcément le parent, qui s'est le plus occupé de vous. À chaque fois, je vais vous rappeler ça. Mais encore une fois, si vous voulez aller dans la source du problème, il faut lire le livre. Moi, je vais surtout me concentrer sur les solutions. Il y a 5 blessures par ordre chronologique de l'enfance par laquelle elle arrive. Il y a la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, la blessure de l'humiliation, la blessure de la trahison et la blessure de l'injustice. L'objectif, c'est de se libérer de l'emprise des blessures afin de redevenir pleinement soi-même et de commencer à collaborer avec son ego et ne pas le considérer comme un ennemi. Alors, ma petite astuce en plus, c'est quand même de comprendre l'ego. Il y a assez peu de livres qui en parlent, je trouve. Ou alors, je suis peut-être pas tombée sur les bons. Donc, j'ai fait un mix de tout ce que j'ai pu lire ces 5-10 dernières années.
L'ego, en fait, c'est une facette de notre personnalité qui est là pour nous protéger. Un peu comme le dessin animé Disney, vice-versa. Il y a plusieurs personnalités. L'ego, c'est le videur qui, à chaque fois qu'il voit un danger, est là pour nous protéger. Comment il analyse un danger? Dès qu'il y a une situation qui plus ou moins se reproduit un peu comme notre enfance, là où la blessure est apparue par la première fois, là l'ego il se dit ouh là là, quand j'avais 4 ans, ça a commencé comme ça et ça a très mal fini. Donc, dès que je comprends qu'en fait c'est en train de plus ou moins se répéter, paf, je m'active et j'active un masque de protection. Donc, par exemple, le rejet, il active le masque de la fuite. L'abandon, il active le masque de la dépendance. L'humiliation, il active le masque du masochisme. La trahison active le masque du contrôle. Et l'injustice active le masque de la rigidité. Donc on a 5 masques pour 5 blessures qui s'activent. Tout simplement, l'ego, c'est la peur. Plus une personne est orgueilleuse, avec de l'ego, avec beaucoup de fierté, plus en fait elle a peur. Elle a peur d'être vulnérable, elle a peur qu'on la fuit, elle a peur qu'on la rejette, elle a peur... Et donc du coup, elle active son ego avec ses 5 masques. Donc si on a peur d'être rejeté, ben, on rejette les autres avant. Si on a peur d'être abandonné, ben, on va sauver les autres pour ne surtout pas être abandonné. Ce genre de choses. Ça, c'est l'ego. On a tous une part d'ego. On en aura, même si on travaille 10 000 ans de notre vie, on aura toujours de l'ego avec nous. Le but du développement personnel, c'est de faire évoluer son ego, de se développer personnellement pour apprendre à travailler avec lui. C'est très simple, c'est comme aller à la salle de sport, il faut apprendre à muscler son cerveau. Aujourd'hui, notre société actuelle, elle est à 90% dans le contrôle, l'analyse et donc du coup le mental, l'ego, et à 10% dans le cœur, l'intuition, la spontanéité. Parce que on a peur du futur, parce que c'est l'inconnu, parce que plein de choses. Il faut qu'on arrive à faire du 50-50. 50%, 50%. Pour ça, il faut se muscler le cerveau. Pour ça, il faut faire du développement personnel, il faut faire de la méditation, il faut lâcher prise, il faut comprendre plein de notions hyper importantes. Et il faut comprendre vraiment les 5 rouages de l'ego sur les 5 blessures de l'âme, ou les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Si on comprend la stratégie de l'ego, on peut l'arrêter. Le but, c'est vraiment de retrouver une stabilité intérieure, quelle que soit la situation extérieure. Il pleut, il vente, il y a des catastrophes à l'extérieur. Nous, on est stable, on a confiance en nous, on a de l'estime de nous, et on sait quelles sont nos capacités et comment on peut se contrôler ou justement lâcher les rênes. L'objectif de l'ego et l'objectif de l'âme. Je vais vous parler du petit tableau sur le côté. Je ne sais pas si mon pointeur fonctionne, tout à fait, juste là. À chaque fois que l'ego a un objectif, l'âme a un autre objectif. Et à chaque fois, ce sera à nous de choisir si on fait le choix de l'ego ou le choix de l'âme. Comme je vous l'ai dit, c'est 50-50. Quand à notre travail, on nous demande de faire un planning ou d'organiser des choses, il vaut mieux utiliser la partie de l'ego qui est très bonne pour tout contrôler, tout gérer. Quand on nous demande dans notre vie perso de profiter d'une soirée entre amis, il faut plutôt utiliser le choix de l'âme, de l'ouverture, du cœur, et arrêter de vouloir planifier, ne pas avoir confiance, tout organiser. Parce que du coup, on devient totalement contrôlant. Donc il faut apprendre à faire 50%. Je vais vous les faire un par un. Quand l'ego veut se protéger, l'âme veut s'ouvrir. Quand l'ego veut se mentaliser, tout mentaliser, l'âme, elle veut être dans le cœur. Quand l'ego, il veut de la stabilité, l'âme, elle veut de la créativité. Quand l'ego veut de la connaissance, l'âme, elle veut de l'expérience. Elle veut expérimenter. La connaissance, c'est purement théorique. Quand l'ego veut la fuite de l'échec, l'âme transforme l'échec en expérience, en apprentissage. Quand l'ego veut de l'égoïsme, pour être sûr d'avoir ce qu'il faut, l'âme veut de la contribution, de la collectivité. Quand l'ego veut du faire, l'âme veut de l'être. Quand l'ego veut de la réactivité,
l'âme veut de la réceptivité. Quand l'ego veut de la rareté, l'âme veut de l'abondance. Quand l'ego veut de la condamnation, l'âme veut du pardon. Et je vais faire une petite aparté là-dessus. Sûrement que je la referai aussi dans la blessure d'injustice. Mais c'est typiquement le système judiciaire qu'on a dans le monde aujourd'hui. Plutôt que de pardonner et d'inspirer, on condamne et on fait répéter des gens sur un seul et même cycle, encore et encore, dans un cycle infernal de choses négatives. Et c'est quelque chose où on n'est pas à 50%, selon moi, dans le système judiciaire actuel. Mais j'en reparlerai juste après. Quand on est dans la retenue, quand l'ego est dans la retenue, l'âme, elle est dans la liberté. Quand l'ego est dans le jugement, l'âme, elle est dans le discernement. Quand l'ego est dans le contrôle, l'âme est dans le lâcher-prise. Et quand l'ego est dans la compétition, l'âme est dans l'inspiration. Les deux sont bons. J'ai envie de vous dire, les 28 choix sont bons. Mais pas tout le temps. Il faut apprendre à faire des bons choix et à savoir que quand on fait un choix qui est dans cette catégorie-là, c'est un choix d'ego, de mental. Quand on fait un choix de cette catégorie-là, c'est un choix d'âme et de cœur. Et il faut apprendre à faire ces choix 50%, 50%. Si vous êtes majoritairement là, vous allez toujours être dans l'insatisfaction, dans le contrôle et dans une rigidité absolue. Et c'est tout là, l'art du développement personnel. Alors, moi j'ai analysé du coup les deux blessures principales qui sont la blessure de rejet et la blessure d'abandon. Mais en fait, ces deux blessures principales, elles travaillent en systémie. Dès que la blessure de rejet s'active, la blessure d'injustice arrive juste derrière. Dès que la blessure d'abandon s'active, la blessure de trahison arrive juste derrière. Donc, on ne peut pas avoir la blessure de trahison sans traiter la blessure d'abandon. On ne peut pas avoir la blessure d'injustice sans traiter la blessure de rejet. Ça, c'est une première chose à savoir et à bien comprendre. On verra après les cercles, je les ai redessinés en beaucoup plus gros après pour mieux vous les expliquer. Il y a la cinquième blessure. La blessure avec le masque du masochisme, c'est la blessure de l'humiliation. Elle n'est pas en systémie et du coup, je ferai une aparté à part sur cette blessure-là. Une autre chose que j'ai pu constater, et n'hésitez pas à me dire si vous aussi ça vous semble cohérent dans votre vie ou pas, mais j'ai constaté ces 5-10 dernières années que quand on avait ces deux blessures-là, par exemple, dans notre vie personnelle, amicale, sentimentale, familiale, ça veut dire que automatiquement, on a ces deux-là dans sa vie professionnelle. Donc ça, c'est l'abandon, c'est typiquement le syndrome du sauveur. Et le rejet, c'est typiquement le syndrome de l'imposteur. Donc, on veut sauver sa famille, son couple, ses amis, et on passe son temps à se sacrifier pour faire passer les autres avant soi, dans sa vie personnelle. Et du coup, dans sa vie professionnelle, on est dans le syndrome de l'imposteur, on ne se sent pas à la hauteur, pas légitime, on ne veut pas prendre les responsabilités. On fuit tout ce qui est responsabilité parce qu'on ne se sent pas à la hauteur. Ou alors l'inverse. On a la blessure d'abandon dans notre travail, donc on veut absolument sauver tout le monde, on prend toutes les responsabilités, on déresponsabilise les autres, on infantilise les autres, et on se croit sauveur, indispensable, irremplaçable. Et dans ce cas-là, si on a celle-là en blessure principale dans la vie professionnelle, ça veut dire qu'on a celle-ci dans la vie personnelle. Ça veut dire que on ne se sent pas à la hauteur dans notre couple, dans notre famille, avec nos amis. On rejette les responsabilités, on fuit, on est très distant et on n'arrive pas à s'impliquer émotionnellement. Donc vous me direz ce que vous en pensez, mais généralement quand on a l'une dans un domaine, ça veut dire qu'on a forcément l'autre dans l'autre domaine, selon moi. Mais je n'ai pas la vérité absolue et ce n'est que des observations que j'ai faites sur des centaines de personnes. Dites-moi si vous personnellement ça vous parle ou pas du tout. Alors maintenant que je vous ai dit ces deux grands points, on va passer au triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, il est très connu, donc sûrement que vous le connaissez déjà. Mais dans la vie, on adopte, quand on est dans un ego trop prononcé, à plus de 50%, il se peut qu'on parte dans l'un des trois extrêmes du triangle.
où on se prend pour une victime, donc on subit, on se plaint, on s'apitoie, c'est jamais notre faute, c'est toujours l'extérieur. Ou alors on est bourreau ou persécuteur, on critique, on ironise, on dévalorise les autres. Ou on peut même être bourreau de soi-même, donc on se critique, on s'auto-sabote, on se dévalorise et on fait de l'autodérision. Ou alors, on va dans l'extrême sauveur, c'est-à-dire on ne peut pas s'empêcher d'aider. On n'arrive pas à se donner de la valeur à soi-même si on ne sauve pas les autres. Et vous allez voir, à chaque fois, je vous ai mis, quand on est dans l'extrême d'une blessure, lequel ou lesquels des extrêmes de ce triangle on va. Le but, c'est vraiment de sortir de ce triangle. Alors, on va commencer par les blessures d'abandon et de trahison. Donc, tout ce qui est dépendance affective et contrôle fric. Ça va ensemble. Vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi. Mais vous ne pouvez pas être contrôle fric sans être dépendante affective. Et vous ne pouvez pas être dépendant affectif sans être dans un certain contrôle. Alors, mon analyse de la blessure d'abandon. Les émotions constatées, culpabilité, tristesse, déception. À chaque fois que vous avez ces trois émotions, il n'y a pas 1001 ronds-points, vous êtes forcément dans la blessure d'abandon. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'à chaque fois que vous ressentez une des trois émotions, ça veut dire que vous connaissez la solution après. Mais d'abord, il faut déjà comprendre et essayer de comprendre quelle est votre émotion et mettre un mot dessus. Ensuite, qu'est-ce que le mental se dit quand je suis en crise égotique de la blessure d'abandon ? Je dois combler mon vide intérieur par l'extérieur, donc je demande, je me mets en position de victime. Il faut que je sois utile pour être aimé, donc je fais un don de conseils, de cadeaux, de services, position de sauveur. Je veux fusionner avec l'autre sans savoir prendre de la distance et lui laisser son libre arbitre, donc totalement fusionnel, dépendance, totalement. Dès qu'en fait le mental, il a l'impression qu'on va l'abandonner, qu'il va être seul, que du coup, il n'a pas de retour sur investissement que lui, il a donné. Là, son ego, il active directement le masque du dépendant. Il dit, oulala, j'ai donné, j'ai pas de retour sur investissement et en plus je vais me retrouver tout seul, je déteste être toute seule ou tout seul, je vais pas y arriver, ok, on active le masque. Les solutions pour sortir du coup de la dépendance, c'est arrêter de se faire passer en dernier, en donnant plus aux soi qu'aux autres. Il faut absolument apprendre à repasser du temps qualitatif seul. Et je ne parle pas de Netflix. Par exemple, si vous faites 1 heure de Netflix par jour pendant 1 an, à la fin de l'année, vous n'aurez rien évolué dans votre vie. Vous ne pourrez pas mettre ça comme défi personnel ou accomplissement personnel. Si vous décidez d'apprendre du piano ou si vous décidez de passer un temps qualitatif lié à vos émotions, au bout d'1 an, si vous faites 1 heure de piano par jour, là vous pourrez dire que vous avez eu un accomplissement personnel. C'est du temps qualitatif seul. Vous pouvez dessiner, vous pouvez faire du coloriage, vous pouvez faire tout ce qui permet d'activer vos mains, d'activer votre esprit. Je dirais que plus c'est connecté à son corps, mieux c'est. Parce que ça permet de libérer la parole corporelle, on va dire. Mais lire des livres peut également fonctionner. Se recentrer sur soi, ne plus se sacrifier. Non, vous n'êtes pas égoïste, mais responsable de vous avant tout. Alors ça, c'est hyper important de savoir se recentrer sur soi. Et il y a la notion de l'enfant intérieur. Sur ma chaîne YouTube, j'ai fait un podcast qui s'appelle Enfant intérieur. C'est le podcast numéro 1. J'ai fait une série de 14 ou 15 podcasts. C'est le tout premier, donc allez le voir, allez l'écouter. Je vous donne plein d'astuces sur comment se recentrer sur soi et son enfant intérieur. Je redonne la responsabilité aux autres et j'arrête de les infantiliser. La phrase que j'entends le plus autour de moi, c'est « Non, mais je peux pas lui dire, il n'est pas capable de comprendre et il va pas savoir écouter, il n'est pas prêt. » Mais qui êtes-vous pour enlever l'opportunité à quelqu'un d'évoluer? Qui êtes-vous pour vous prendre pour un sauveur, pour penser que vous êtes supérieur et plus mature qu'une autre personne? Effectivement, si vous empêchez cette personne d'évoluer, elle ne sera jamais prête. Et elle sera toujours à la bourre.
vis-à-vis de vous, vous prenez toutes les responsabilités. Parce que vous infantilisez, parce que vous croyez plus forte, plus organisée, plus compétente, plus compétent. C'est pas possible en fait. Donc on redonne la responsabilité aux autres et on arrête de se prendre pour un sauveur. J'ai fait un petit focus sur la dépendance affective parce que beaucoup de gens pensent que la dépendance affective, c'est que la position de victime. Mais ça peut être aussi la position de sauveur. Et donc je vais vous expliquer tout ça. La définition, c'est le fait de confondre affection et utilité. Être avec quelqu'un n'est pas un besoin de reconnaissance, mais une envie libre. Donc, ce que je veux dire par là, et je le vois beaucoup sur les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui veulent absolument aider à débarrasser la table, mais c'est pas quelque chose que les parents demandent, c'est d'eux-mêmes, ils veulent être hyper serviables et ils veulent aider à ranger les courses, etc. Et donc, il faut leur demander, poser-leur réellement la question, est-ce que tu fais ça pour m'aider ou est-ce que tu as l'impression que si tu fais pas ça, je ne vais pas t'aimer? Et vous allez être surpris de la réponse que les enfants vont vous répondre. C'est pareil dans votre famille ou dans vos amis. Les personnes qui passent leur temps à beaucoup trop donner alors que personne n'a rien demandé. Quand on donne à outrance alors que personne ne vous a rien demandé, que ce soit des conseils, que ce soit des cadeaux, que ce soit du temps, que ce soit de l'argent, que ce soit tout ça, c'est une personne qui a confondu être et faire. Et quand on aime quelqu'un pour ce qu'elle est. On n'aime pas quelqu'un pour ce qu'elle fait. Et c'est pas parce que vous allez être plus gentil, avec plus de conseils, plus serviable, que vous allez être plus aimé. Mais les personnes qui sont dans la dépendance affective ont confondu ça dès l'enfance. Et ce qui s'est passé du coup, c'est que elles ne savent pas s'aimer elles-mêmes. Donc ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont prendre un intermédiaire pour leur donner de l'amour. Donc je t'aide à faire quelque chose et en retour cette personne me dit merci, donc elle me donne de l'amour, elle me donne de la reconnaissance. Tout le but de la blessure d'abandon, c'est d'enlever cet intermédiaire, d'arrêter de trop donner aux autres et d'apprendre à se reconnaître soi-même, à s'aimer soi-même. On enlève l'intermédiaire. Et donc dans ce cas-là, on n'a pas peur d'être seul. On n'a pas peur de s'aimer seul et de passer du temps seul. Parce qu'on n'a plus besoin d'être en fusion avec les autres. On n'a plus besoin d'être dépendant des autres. Donc la dépendance affective, elle se formalise sous deux aspects. Ou alors c'est la victime qui est totalement comme une moule à son rocher. Elle est indispensable. Elle pense que les personnes autour d'elle sont indispensables pour vivre. Donc ça peut être des couples fusionnels, ça peut être le fait de ne rien savoir faire seul, toujours besoin de réassurance et de besoin de reconnaissance. Parce qu'il y a un vrai problème d'estime et de confiance. Ou alors, la dépendance affective peut se manifester sous le syndrome du sauveur. Je veux avoir de l'importance pour cette personne en lui devenant indispensable. Donc je l'infantilise, donc je prends toutes les responsabilités et donc je fais tout ce qu'il faut faire. Dans les deux cas, on est dépendant de l'autre. Il y en a une, elle est dépendante, ou l'autre, une personne est dépendante parce que en fait elle peut rien faire sans personne, et une autre personne elle est dépendante parce qu'en fait elle n'arrive pas à s'aimer elle-même. Et donc du coup, elle a besoin de faire pour les autres pour que les autres lui renvoient de l'amour. Je vais passer à la blessure de trahison. La blessure de trahison, les émotions constatées, c'est l'anxiété du futur, la méfiance, l'insatisfaction, le scepticisme ou le paranoïa. Entre guillemets, c'est tout ce qui est contraire à la confiance, voire même à la foi. À la foi, même si vous n'êtes pas dans la religion. Ça peut être un état d'esprit de positivisme. J'ai foi, j'ai espoir qu'il y aura toujours des bonnes choses dans la vie, qu'il y aura toujours une confiance en l'humanité, qu'il y aura toujours au moins une bonne personne sur Terre qui va nous amener des bonnes choses. Donc confiance et foi, pour moi, c'est vraiment le gros manque de la blessure de trahison. À chaque fois que vous ressentez ces émotions,
ça veut dire que c'est la blessure de trahison, toujours. À chaque fois que vous êtes dans l'insatisfaction, l'anxiété du futur, le manque de confiance en une personne ou le manque de confiance en vous-même, c'est la blessure de trahison, la méfiance. Qu'est-ce qui se dit votre ego dans votre petit mental quand il a pris plus de place que 50% et que vous ne l'avez pas encore remis à sa bonne place? Je vais anticiper un abandon. Je vais anticiper un scénario catastrophe. Donc je vais contrôler. Je vais manipuler pour que ce soit comme moi je veux. J'organise tout ce que je peux parce que comme ça ce sera comme moi je veux. Je ne veux pas que ce soit comme les autres veulent parce que les autres ils font moins bien que moi. Si je m'en occupe pas, je serai déçue. Donc c'est moi qui m'en occupe, c'est moi qui fais tout. Si j'accepte que l'autre a raison alors que, en fait, ça se trouve, oui, il a raison. Mais je ne veux pas l'accepter parce que ça se trouve, si j'admets à l'intérieur de moi qu'il a raison, ça veut dire que moi j'ai plus de valeur. Ça veut dire que moi, on ne pourra plus me reconnaître. On ne pourra plus m'aimer. Et j'aurai plus confiance en moi. Donc, je contrôle et je refuse qu'on fasse à la façon de l'autre. Donc je contrôle. J'impose ma façon de penser. Il y a également, je coupe la parole. Je ne sais pas écouter. Et bien c'est pour exactement la même raison. Je coupe la parole et je ne veux pas écouter l'autre, parce que si j'admets que la façon de penser de l'autre est plus intelligente et pertinente, alors moi je perds de ma valeur. Mon ego n'a pas encore compris que je pouvais apprendre et évoluer, admettre que jusqu'ici j'avais tort, mais peut-être qu'effectivement la solution de l'autre est mieux et qu'à partir de maintenant, j'allais réfléchir autrement. Sans perdre de ma valeur. Ma valeur, c'est ma capacité à me remettre en question. C'est pas ma capacité à contrôler et à être dans une relation dominant-dominé. Mon ego n'a pas compris ça. Et c'est à moi de lui expliquer, c'est à moi de le rassurer. Donc à chaque fois qu'il se passe ça dans votre tête, l'ego, il active le masque du contrôlant. Comme il a peur d'être trahi, comme il a un gros manque de confiance, il contrôle pour être sûr que ça se passe comme il veut, où il veut, quand il veut. Le problème avec ça, c'est qu'il tombe dans une insatisfaction horrible. Parce que c'est tout le temps comme il a prévu. Et au bout d'un certain nombre de jours, mois, années, on se fait chier comme un rat mort, parce que c'est tout le temps comme on veut. On est déçu des autres parce qu'on se fait jamais surprendre, mais en même temps, on a tout fait pour ne jamais être surpris. Donc il faut reprendre sa part de responsabilité, redonner la part de responsabilité aux autres, apprendre que l'autre doit apprendre à faire des échecs. Effectivement, peut-être que si je m'en occupe pas, je serai déçu. Il faut laisser aux autres faire des erreurs pour qu'ils soient à la hauteur des attentes des autres. Donc, les solutions. Alors déjà, il y a le lâcher prise et s'ouvrir aux surprises. Le lâcher prise, je ne sais pas si ça peut vous intéresser que je fasse une formation à part sur le lâcher prise, parce qu'il y a plein d'astuces pour lâcher prise, mais c'est hyper important. Essayez de se concentrer dans sa vie sur des aspects où nous-mêmes on a le contrôle. Arrêtez de vouloir contrôler les autres et développer des domaines de notre vie qui ne sont pas encore développés parce que généralement on contrôle toujours la même chose et on délaisse des aspects entiers de notre vie. Donc reprendre le contrôle sur les aspects qu'on a totalement délaissés et on lâche prise sur le reste. On s'ouvre aux surprises, on s'ouvre aux autres façons de faire, on s'ouvre aux autres échecs des autres, on s'ouvre à être inspirant pour les autres, à être encourageant, motivant pour les autres, même s'ils font des erreurs. On arrête d'être dans la méfiance et on est dans l'ouverture. Apprendre à se faire confiance en soi et aux autres, laisser la place aux autres de vivre, d'agir, d'essayer des choses, laisser leur place. Arrêtez de prendre toute la place, en coupant la parole, en reprenant toutes les responsabilités. Avoir une communication authentique. La blessure de trahison, c'est la blessure de la communication, par excellence.
En gros, la blessure de trahison, et on est tous, parce que ou on l'a dans notre vie pro, ou on l'a dans notre vie perso, mais on est les plus gros manipulateurs du monde. Et le pire, c'est que notre ego, la première personne qui commence par manipuler, c'est nous-mêmes, avec des sous-entendus, avec des scénarios catastrophes. Mais si tu fais pas ça, tu te rends compte de ce qui va arriver. Mais attention, et si tu faisais ça par exemple, paf, sous-entendu. Il faut revenir à une communication authentique. Si vous pensez peut-être que la personne, quand elle a dit ça, elle a voulu dire ça, posez la question A plus B. Est-ce que quand tu me dis ça, c'est ça que tu veux dire? Point d'interrogation. Et là, vous saurez. Mais on arrête les sous-entendus. On arrête les manipulations, qu'elles soient inconscientes ou conscientes. Mais il faut savoir qu'on passe notre temps à manipuler pour mieux contrôler, quand on est dans la blessure de trahison. Donc, avoir une communication authentique sur les émotions et les besoins. Une autre astuce de communication, le tu, tu. S'il y a quelque chose qui s'est passé qui ne vous convient pas, ne dites pas tu m'as fait ça, ça m'a fait mal. Dites à la place je me sens comme ça lorsqu'il s'est passé cette situation. Et vous revenez sur vos émotions et vos besoins pour essayer de trouver des solutions. Alors que quand vous êtes dans le tu as fait ça, tu as fait ci, vous êtes dans le contrôle et vous demandez à une autre personne de changer pour que ça vous convienne mieux à vous. Parce que vous pensez être sauveur, parce que vous pensez que votre façon est plus intéressante que la sienne, elle est plus saine, elle est plus ce que vous voulez. On ne demande pas aux autres de changer, on les accepte tels qu'ils sont. Soit on part, parce que ça ne nous convient pas, c'est pas sur la même longueur d'onde que nous, soit on exprime ses besoins et on essaye de trouver un terrain d'entente. Mais il n'y a pas de tu. Parce que ça, c'est de la manipulation. Et c'est de l'absence de remise en question. On part du principe que c'est la faute de l'autre, et nous, on rejette toute la responsabilité sur l'autre. C'est faux. Ensuite, ne plus faire de suppositions et poser des questions. C'est exactement ce que je vous ai dit juste avant. On arrête les suppositions, on arrête les projections. On pose la question. Hier à la soirée, j'ai compris que ça, et donc du coup ça m'a gênée. Est-ce que j'ai bien compris? Oui ou non? Une communication authentique. Ensuite, la dernière, c'est écouter pour comprendre et non pas écouter pour répondre. Une petite astuce, quand quelqu'un parle, vous essayez de reformuler ce qu'il a dit. Ok, donc ce que tu viens de me dire, c'est ça, ça et ça. Et vous allez voir si vous avez bien compris ou si pas du tout. En fait, votre ego, il cherchait du tac au tac des arguments pour répondre. Et là, on n'est pas dans l'écoute en fait. On est dans l'ego. Un petit focus sur le contrôle. Donc, définition, c'est vraiment le fait de pouvoir diriger un phénomène, un processus, intervenir dans son évolution, dominer, contenir ses propres réactions ou ses propres sentiments. C'est vraiment, on veut tout diriger. On est le sauveur-né, on dirige tout, on est Dieu sur terre. Donc le contrôle, il se formalise sous deux aspects. Ou alors la victime, on a besoin de réassurance car on n'est pas encore suffisamment stable émotionnellement pour vivre dans un environnement inconnu. Et donc du coup, on essaye de tout contrôler, mais en même temps, on a besoin de réassurance, donc c'est compliqué. Ou alors, le sauveur, on conseille à l'entourage de changer, comme nous on veut. On a toujours des bons arguments, des bons conseils, on veut que ça se passe comme nous on veut. Sauf que nous, on se remet jamais en question nous-mêmes. Dans les deux cas, il faut travailler la confiance. Sa confiance en arrêter d'être une victime, de s'isoler, en disant je ne peux faire confiance en personne, donc je vais rester seule. Ou alors, je reste avec les autres, mais c'est aux autres de changer. Dans les deux cas, il faut retrouver de la confiance en soi et aux autres. Et d'accepter totalement les situations et les personnes autour de nous
sans vouloir les changer. Alors, je vous ai fait le cercle vicieux et juste après, ensuite, on va voir le cercle vertueux. Première étape, je me sens abandonnée, donc blessure d'abandon. Parce que quelqu'un part, parce que je me sens pas, personne ne m'écoute quand je parle, parce qu'il peut y avoir 1001 façons de se sentir abandonné. On veut se faire accepter par l'autre en lui étant indispensable. Donc du coup, on parle 2 fois plus, on donne 2 fois plus de conseils, on essaye d'être 2 fois plus présent, on redouble d'efforts. Et ce qui se passe, c'est qu'on commence à redoubler d'efforts pour plaire à l'autre, pour être intégré à l'autre, pour ne plus être abandonné, mais on commence à abandonner ses besoins, à s'abandonner soi-même. Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire de notre journée? On a envie de passer notre journée à donner des conseils à quelqu'un juste pour qu'il nous accepte et nous donne de la reconnaissance? Ou on a envie de s'occuper de son identité, d'aller à nos cours de dessin, d'aller faire du sport, d'aller faire une balade, de passer du temps à glander avec son animal de compagnie? Et en fait, on est en train de s'abandonner soi-même en changeant sa personnalité pour être accepté par d'autres personnes que nous-mêmes. Ça, c'est de la dépendance affective. Et donc du coup, on se sent insatisfait, on se sent vide à l'intérieur. Parce qu'en fait, on donne à une personne. La personne, elle dit merci et elle part. Mais en aucun cas, elle avait rien demandé à la base. Donc en fait, on ne reçoit pas en retour. Et là, on commence à se sentir trahi. Il y a un gros manque de confiance. J'ai donné et en retour, j'ai rien eu. Le contrat n'est pas juste. Mais il n'y a jamais eu de contrat. Mais du coup, là, vous venez d'activer la blessure de trahison. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours la blessure d'abandon qui vient ensuite activer la blessure de trahison. Et là, du coup, notre ego est furieux et en même temps très très triste. Et il veut du retour, il veut un retour sur tout l'effort qu'il a apporté. Toute cette journée perdue ou ces années perdues à donner plutôt que se donner à soi. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manipuler pour recevoir de l'autre. Donc, peut-être qu'il va faire sa victime en disant « Oh là là, je suis malade, il faut que tu viennes m'aider et t'occuper de moi. » Ou alors, il va commencer à dire « Non, mais tu as besoin d'aide parce que là, je vois bien que tu es mal dans ta vie pour telle et telle raison, donc je vais venir t'aider. » Et donc, il se trouve un besoin, il se trouve des problématiques à résoudre tout seul. Et donc, il commence à manipuler des choses par contrôle pour se rassurer, pour avoir un gain de retour sur son investissement de temps passé. Et donc du coup, l'autre personne, elle commence à se distancer, parce qu'en fait, c'est étouffant. Tout ce qui est dépendance affective, en fait, c'est de la dépendance, et la personne, elle veut de l'indépendance, elle veut pouvoir respirer, être libre, faire ce qu'elle veut, sans être jugée, contrôlée, manipulée. Donc elle part, et qu'est-ce qui se passe? On se sent abandonné, et ça recontinue encore et encore. Si on passe au cercle vicieux, donc si on se sent abandonné, tout de suite on arrête l'engrenage. On se recentre sur soi, en comblant ses propres besoins. On reste fidèle à qui l'on est et qu'est-ce nos besoins et nos émotions. On se sépare des personnes qui souhaitent qu'on change à tout prix, ou alors qui disent qu'on change en ce moment. Peut-être que nous, on est en train d'évoluer. Peut-être que nous, pendant longtemps, on était dans ce cercle-là, et là, on décide de changer. Et la personne, ou les personnes autour de nous, commencent à nous dire « Ah, tu changes, j'aime pas. » Et encore une fois, on accepte les gens comme ils sont. Il est temps de cultiver du temps individuel de qualité, de s'accepter, d'apprendre à se découvrir, à se connaître comme on est sans les autres. Est-ce qu'on s'aime tout seul ou est-ce qu'on a forcément besoin de d'autres personnes par effet miroir pour nous aimer? On fait attention en donnant autant qu'on reçoit des autres. On fait aussi attention à donner des conseils que quand ils sont demandés, à donner du temps que quand ils sont demandés. On arrête de s'imposer dans la vie des gens. Parce que là, on passe dans une relation toxique, fusionnelle, de dépendance. On favorise les personnes qui sont équilibrées dans le donner et le recevoir également.
Et du coup, on entretient un cercle amical, libre, bienveillant et respectueux de chaque identité. Et on ne se sent plus abandonné. Parce que la première personne à qui on donne soi-même, c'est soi. On arrête de donner aux autres. On va passer au 3e chapitre avec la blessure de rejet et d'injustice. Donc, comme les 2 blessures d'avant, je vais vous les expliquer une par une. Donc, la blessure principale, c'est le rejet avec la fuite, qui active ensuite la blessure d'injustice avec la rigidité. Si vous avez eu la première plutôt dans le professionnel, vous aurez celle-ci dans le personnel. Si vous l'avez eu plutôt dans le professionnel, vous aurez dans le personnel, vous aurez celle-ci dans le professionnel. Alors, mon analyse de la blessure du rejet. La dévalorisation, illégitimité, mépris, irrespect, ou même parfois l'absence d'émotion. Parce que le comble de la blessure de rejet, c'est de rejeter ses émotions et d'être un glaçon, un robot. Donc, si vous êtes dans le syndrome de l'imposteur, cette slide numéro 16 est faite pour vous. Qu'est-ce que l'ego se dit à chaque fois qu'il se sent dévalorisé, dans le mépris, dans l'irrespect? L'ego se dit « Je ne suis pas légitime, donc je pars car j'ai peur de l'échec. Je vais m'auto-saboter avec un comportement irrespectueux pour me conforter dans la fuite. Je suroccupe mon quotidien avec des gestes ou des activités pour ne plus réfléchir, fuir l'introspection. » Typiquement, les gens qui ont 2000 notifications sur leur téléphone, qui ont peur du vide, c'est typiquement ça. Je suroccupe mon quotidien. Ou qui ont un agenda, mais rempli à ras-bord. C'est typiquement ça. Elles fuient leur être, leur propre personne. Donc elles passent leur temps à s'occuper, à s'épuiser. Je m'entoure de personnes qui vont mal comme moi et je fuis les personnes saines qui brillent trop. Ça aussi. C'est le comble de la blessure du rejet. C'est je me sens nulle, je me sens dévalorisée, je me sens pas à la hauteur. Et autour de moi, il y a plein de gens qui font des efforts, qui s'élèvent, qui font un travail de développement personnel. Et elles commencent vraiment à briller, à être bien dans leur peau. Et par effet miroir, moi ça me gêne, parce que c'est comme si quelqu'un rentrait dans ma chambre en pleine nuit et m'allumait une lampe torche dans la figure. Et ben ça fait pas plaisir. Certes, c'est de la lumière, certes, on éclaire une facette qui est censée être une guérison, mais quand on n'a pas envie d'être guéri et qu'on préfère rester dans le noir, ce qui se passe, c'est que du coup, on s'éloigne et on va s'entourer de gens qui font pas peur. Ou même pire, des gens où nous-mêmes, on se sent supérieur, on se sent mieux. Et donc du coup, c'est des gens qui vont vraiment mal. Des gens qui sont vraiment dans des grosses addictions, qui ont des gros problèmes de vie, parce que du coup, effectivement, on peut que aller mieux face à des personnes comme ça. La blessure de rejet, c'est typiquement des gens, quand on dit ils finissent mal, lui, il a mal fini. Alors lui, il a mal fini, parce qu'en fait, il était entouré d'une belle famille, d'un beau cercle amical, et il s'est auto-saboté en fuyant les personnes saines, en se disant « je n'arriverai jamais à être à leur place, à leur niveau, à leur hauteur. Donc je pars et je vais m'entourer de personnes qui vont mal. » Et donc du coup, je ne fais que être tiré vers le bas par ces personnes qui vont mal. Voilà la blessure du rejet à grande échelle. À petite échelle, c'est tout simplement fuir tout ce qu'on désire profondément dans notre cœur et se contenter du minimum syndical. Parce qu'on n'est pas assez bien pour nos rêves, donc c'est déjà bien d'être en vie et d'avoir un salaire, et donc je me contente de ça. Parce que je ne suis pas légitime pour mes rêves. Ce qui est très triste. Mais c'est votre choix. De toute façon, on l'a tous dans notre vie perso ou dans notre vie pro. Donc une fois que vous avez compris tout ça, moi la première, il faut tout simplement comprendre tout ça, tout le mécanisme de l'ego pour pouvoir en sortir. Donc, qu'est-ce qui se passe quand l'ego se dit tout ça? En fait, il fuit, il porte le masque du fuyant. Je fuis le déni total. Je ferme les yeux, je reste dans le noir sous ma couette, et comme ça, je ne vois pas la lampe torche. Je ne vois pas la lumière. Je veux pas faire d'efforts, je veux pas comprendre. Les autres, ils sont nés parce qu'ils avaient de la chance. Non, ils n'avaient pas de la chance. Donc on arrête de fuir,
On prend ses responsabilités. Contrairement à la blessure d'abandon où on est un peu parent avant l'heure, on prend toutes les responsabilités. La blessure du rejet, c'est l'éternel enfant, celui qui rejette toutes les responsabilités et qui se laisse porter par généralement quelqu'un qui a la blessure d'abandon. Reprenez vos responsabilités, devenez votre propre adulte, coupez le cordon avec la personne qui est en dépendance de vous et reprenez votre pouvoir personnel. C'est quoi les solutions pour sortir de l'ego? Déjà se confronter à ses émotions et à celles des autres. C'est quoi vos émotions? C'est quoi vos vrais rêves? Vous n'arrêtez pas de dire non mais c'est pas si mal ma vie, c'est déjà bien, non mais mon rêve il est inatteignable. Ok, c'est quoi ton rêve? Pourquoi c'est ton rêve? Qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à ton rêve? Ensuite, exprimer ses émotions, exprimer ses besoins. Travailler son estime de soi. Je mérite le meilleur. Tout le monde mérite le meilleur. Et il y a assez de place dans le monde et assez d'abondance dans le monde pour mériter le meilleur. C'est un peu la notion du manque également, où les gens pensent qu'il ne faut pas trop prendre pour en laisser aux autres. Certes, mais dans la vie, l'abondance égale créativité égale illimité. Si aujourd'hui je décide de faire une autre vidéo, ça va créer une autre forme de valeur, une autre forme d'abondance, c'est infini. Donc tout le monde mérite le meilleur, tout le monde mérite de développer sa part créative, tout le monde mérite de s'écouter et d'arrêter de se rejeter. Il y a aussi s'impliquer émotionnellement avec des proches et dans des projets. Ne pas juste faire ça en surface, en mode robot. Robot lisse sans émotion. On va le voir juste après, mais il y a un gros problème de parfait. Je veux être parfait. Mais ce qui est parfait est chiant à mourir. Parce que quand on est parfait, il n'y a pas d'émotion, qu'elle soit négative, mais aussi positive. Donc si on rejette les émotions et qu'on veut être parfait, qu'on ne dépasse pas du moule, certes, notre vie elle est factuelle, il se passe des choses, des faits, on a un quotidien, mais il n'y a ni grosse émotion négative, ni grosse émotion positive. On a tout bloqué. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Et une autre solution, c'est évidemment de refuser les personnes toxiques dans sa vie. Et je dirais même plus, d'accepter les personnes inspirantes qui font peur. Oh là là, elle fait peur tellement elle est belle, tellement elle a réussi. Jamais j'arriverai à son niveau. Eh bien, décidez de, plutôt que d'en avoir peur, décidez d'être inspiré. Un petit focus sur la fuite. Donc la définition de la fuite, c'est comportement par lequel un individu s'éloigne d'un déclencheur d'émotions négatives. Donc c'est un comportement d'évitement, alors qu'il en a très envie. Quand on fuit une situation qui est toxique, c'est pas de la blessure de rejet, c'est justement juste de la base de la sécurité. C'est une action de base. On parle de blessure de rejet et donc du coup du masque du fuyant quand vous avez très très envie d'accéder à vos rêves, mais que vous évitez vos rêves parce que vous anticipez potentiellement une émotion négative, ce qui n'est pas forcément vrai. La fuite, elle peut se formaliser sous deux aspects. D'abord, il y a la victime avec le syndrome de l'imposteur. Je ne suis pas assez, j'ai pas eu la bonne école, je suis pas assez intelligent, intelligente, je n'aurai jamais les épaules pour gérer cette responsabilité, ce poste, je ne serai jamais à la hauteur de mon ou ma partenaire. Ou alors il y a le bourreau, avec l'absence d'empathie. On est tellement coupé des émotions que ce qui se passe, c'est qu'en fait on est devenu horrible. On est devenu un vrai robot et les autres, c'est pas facile d'être avec nous parce qu'on est vraiment méchant. Pour rejeter les autres, comme je vous l'ai dit, on peut même aller jusqu'à l'auto-sabotage et donc du coup être irrespectueux envers les autres pour les faire fuir. On n'a pas envie de prendre la responsabilité de partir, donc on devient tellement insupportable que c'est les autres qui partent. Mais en étant comme ça, en étant un bourreau, en étant irrespectueux, méchant, toxique, agressif,
dans le mépris, dans la dévalorisation de l'autre, on fait tout pour que l'autre parte et s'éloigne, parce que l'autre nous fait peur, parce que l'autre il est trop gentil, parce que l'autre il est parfait, parce que l'autre il est bienveillant. Et nous on n'arrive pas à être comme lui, parfait, bienveillant, qui brille, rayonnant, solaire. Qu'est-ce qu'on fait? On le dévalorise pour qu'il parte loin de nous. Parce que nous-mêmes on n'arrive pas à prendre nos responsabilités pour partir. Donc ou on part nous-mêmes, on fait la victime, ou on est un bourreau, on fait tout en sorte pour que l'autre parte. Dans les deux cas, on est fuyant. On fuit la situation. Ou on fait fuir la situation. Et on fuit notre bonheur. Parce qu'au fond de nous, que ce soit une situation ou une personne, c'est ce dont on avait très très envie. On se déresponsabilise. On ne veut pas progresser. On ne veut pas faire d'efforts comme les autres ont fait des efforts. On force les autres parfois à ne pas évoluer comme nous. Non mais si toi tu brilles trop et t'es trop en haut, le meilleur moyen de rester à mon niveau à moi, si tu veux que j'arrête de te dévaloriser, si tu veux que j'arrête de te manquer de respect, arrête de me demander d'évoluer. Donc on reste tous les deux dans une cave, au fond, dans le noir. Et comme la personne, normalement, si elle se respecte un minimum, elle va dire bah non, moi je reste pas dans la cage, je vais dans le salon. Et ben du coup, ça nous énerve. Et nous, on reste dans notre zone de confort. Et on ne veut pas faire d'efforts. Pour rappel, la blessure de rejet, elle survient surtout sur une situation qui nous donne très envie, mais que nous fuyons. Pas une personne ou une situation qui est toxique et que nous fuyons par sécurité, par instinct de survie. Je passe à la blessure d'injustice. Alors celle-là, c'est ce dont je vous parlais sur le système judiciaire français. C'est la blessure d'injustice. À chaque fois que vous avez une émotion constatée de colère, toutes les colères inexpliquées, toutes les personnes colériques qui sont en colère tout le temps, on peut même parler de partis politiques, ceux qui sont souvent en colère, qui trouvent que plein de choses sont injustes. Parce que moi je vous parle de ça à votre échelle en tant que personne, mais on peut parler ça à l'échelle d'une entreprise, d'une famille, d'une société, de partis politiques. On peut vraiment agrandir ces 5 blessures à tous les niveaux. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Donc, dès que vous avez de la colère, de l'agressivité, de la comparaison, de la jalousie, voire même, là, on a passé un step, de vengeance, de médisance, vous êtes bienvenue dans la blessure d'injustice. On l'a tous. Moi, la première, je m'inclus dedans, c'est bien pour ça que je vous ai fait cette présentation, c'est parce que je passe par là encore régulièrement. Qu'est-ce qui se dit l'ego quand il est en crise égotique sur la blessure d'injustice? Quand je dis crise égotique, je ne vous l'ai pas dit au début, mais c'est évident, c'est qu'on a dépassé les 50%. Quand l'ego a pris le dessus sur le mental, et là, on n'a plus de contrôle sur notre mental. Être en colère et ne pas se pardonner des erreurs passées. Je ne pardonne pas et je répète le passé. Je trouve injuste de ne pas arriver au même résultat, donc je condamne soit et l'autre à l'échec. J'impose la même chose pour tout le monde sans écouter ni mes besoins ni ceux des autres, se comparer constamment aux autres. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, j'impose la même chose pour moi et les autres. Si une personne fait 40 kg et une autre fait 100 kg, c'est normal qu'elle ne mange pas la même quantité de nourriture. On ne va pas imposer la même quantité, ce ne sera pas assez pour la personne qui fait 100 kg, si on fait une moyenne, et ce sera beaucoup trop pour la personne qui fait 40 kg. Et il faut l'accepter, c'est pas grave. Le fait de trouver injuste, de se comparer, ça veut dire qu'on n'a pas pris ses responsabilités, que la faute vient toujours de l'extérieur. Prenons nos responsabilités. Qu'est-ce qui se passe? L'ego prend le masque du rigide. Le rigide qui n'arrive pas à pardonner. Le rigide qui n'apprend pas des échecs passés pour les transformer en expérience et mieux surmonter le futur. C'est quoi les solutions? Déjà, pardonner soi et les autres avec compassion pour le passé. Il y a un livre pour ceux qui ont un problème de pardon qui s'appelle Le pouvoir du pardon radical. Il existe en livre audio également. N'hésitez pas à aller le lire. Il est génial. Il faut faire preuve d'empathie, savoir s'excuser.
vous, quand vous vous excusez, c'est pas preuve de faiblesse, c'est pas preuve de côté imparfait. Parce que, pareil, l'injustice, on veut être parfait. On veut être juste. On veut être tellement juste qu'on est parfait, on dépasse pas du moule, c'est 50% pour tout le monde, et on est équitable, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et quand on s'excuse et qu'on admet avoir eu tort dans le passé, et que maintenant on a compris de notre échec, et qu'on le transforme en expérience, et qu'on a compris la leçon, c'est parfait. Un truc où en France, on n'arrive pas à redonner nos chances dans les entreprises. Par contre, aux États-Unis, je me rappelle plus dans quelle entreprise, si c'est Elon Musk avec PayPal, SpaceX ou si c'est Jeff Bezos avec Amazon, je me rappelle plus. Je vous fais cette petite courte anecdote où un des chefs de projet a fait une grosse erreur et a perdu plusieurs millions d'euros, de dollars du coup. Et donc du coup, il va dans le bureau pour poser sa lettre de démission. Et là, Jeff Bezos ou Elon Musk, je ne me rappelle plus lequel des deux, dit « Mais je n'accepte pas ta lettre de démission. Je viens de t'offrir une formation à plusieurs millions d'euros. Je te garde parce que tu es le seul à avoir fait cette erreur et à ne jamais la reproduire. Si je prends une nouvelle personne, potentiellement, elle va me refaire exactement ce que toi tu as fait. Toi, je viens de te former. Ton échec a été une formation. Donc, je te rends ta lettre de démission, je te redonne plusieurs millions et tu recommences avec tes apprentissages. » Ça, c'est une personne qui a dépassé la blessure d'injustice. Parfaitement pareil avec le système judiciaire. C'est pas en condamnant une personne et en le laissant dans la colère, l'agressivité, la comparaison, la jalousie, la vengeance, la médisance, en l'insultant et en le laissant dans une prison remplie de personnes qui ne sont aucunement inspirantes les unes aux autres, que la personne va pouvoir s'élever, va pouvoir se pardonner et va pouvoir passer à autre chose. Il faut arrêter de pointer du doigt et il faut commencer à tendre la main pour élever les gens. C'est toujours des gens qui trouvent des excuses à l'extérieur d'eux-mêmes. Pareil pour les partis politiques, qui passent leur temps à dire que c'est la faute des gens à l'extérieur, que c'est toujours la faute des choses extérieures. On prend ses responsabilités, on se tend la main et on évolue. Différencier compassion et pitié. Les personnes qui sont dans la blessure d'injustice, quand on tend la main, ils ont l'impression de faire pitié et ils se redévalorisent. Mais c'est horrible. La compassion est hyper importante. S'entraider les uns les autres, c'est pas faire pitié. S'entraider les uns les autres, c'est primordial. Ça veut dire qu'on a des émotions. On ne peut pas toujours être en position de force, parfois on a besoin des autres. Donner autant que recevoir. Parfois on reçoit, parfois on donne. Et il faut que ce soit un flux d'énergie qui soit équitable. Si on passe son temps à donner, ça veut dire qu'on ne reçoit pas. Il faut apprendre à recevoir. Il faut apprendre à dire merci. Il faut apprendre à dire pardon. Merci pour cette leçon. Merci pour ce cadeau. Désolée, j'avais pas compris avant. Maintenant j'ai compris, merci. Et il faut vraiment différencier compassion et pitié. Promouvoir le changement et l'évolution. Il faut encourager les gens qui évoluent, encourager les gens qui font des échecs. Il faut applaudir à un enfant qui tombe quand il apprend à marcher. C'est pas grave, tu vas y arriver la prochaine fois. Tu tiendras à 2 secondes de plus debout. On encourage un enfant qui est dans l'échec pour qu'il apprenne à marcher. Il faut faire ça pour tout le temps, dans toute situation, même avec des adultes. Il faut accepter que ça ne peut pas être pareil pour tous. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins, tout le monde n'a pas les mêmes envies, tout le monde n'a pas les mêmes rêves. Et c'est ça qui fait la richesse de l'humanité. Ah, une autre chose que j'ai pas dit. Généralement, quand on est en colère contre quelqu'un d'autre, la première personne en qui on est en colère, c'est soi-même d'avoir accepté cette situation et d'avoir été une victime. Donc, quand on est en colère contre quelqu'un, le premier travail à faire, c'est se pardonner soi-même en se disant « J'ai été victime de quelque chose d'injuste, d'une injustice. Je me pardonne parce que je n'avais pas les outils de développement personnel, je n'avais pas la maturité, je n'avais pas les compréhensions pour sortir de cette situation plus tôt. Aujourd'hui, je suis sortie et
toute cette histoire a fait de moi quelqu'un de plus fort et a fait de moi quelqu'un qui maintenant est sage et plein d'expérience et qui ne répétera pas cette même situation, ou alors si je la répète, ça durera beaucoup moins longtemps parce que j'aurai compris beaucoup plus vite, mon cerveau va faire les connexions plus rapidement et va me pardonner plus rapidement et va me sortir de là plus rapidement. Chaque étape, il y a une mini amélioration. Il y a un livre qui s'appelle S'améliorer 1% chaque jour. Même si on n'arrive pas au résultat et on n'arrive pas à éviter toutes les situations d'injustice, en tout cas, on s'améliore dès qu'on peut. Et ce sera toujours mieux demain que hier. Voilà, petite astuce pour libérer la colère. Se pardonner soi-même. Et poser ses limites. Sans agressivité, poser sa limite. Hier, tu m'as fait ça. Je viens de me pardonner d'avoir subi et accepté ce que tu m'as fait. Par contre, je te dis que demain, ma limite c'est ça. Si tu essayes de la franchir, tu auras un mur devant toi. Je te préviens. Par contre, si toi aussi, tu veux t'améliorer, t'inspirer, évoluer avec moi, on reste en contact, on reste amis, on reste collègues, ce que tu veux, et on évolue ensemble. Mais ce que tu m'as fait là, plus jamais. Dans le calme, sans agressivité, sans insulte, sans jalousie, vengeance, médisance, sans comparaison, sans rien. Avec sagesse. Pour faire ce travail-là, il faut être stable émotionnellement. Donc, il faut de la gestion émotionnelle. Donc, il faut comprendre ses émotions. Et il faut comprendre ses 5 blessures de l'âme. Petit focus sur la rigidité. La définition, c'est caractère de quelqu'un qui manifeste un état d'esprit intransigeant à la recherche de la perfection. Comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui veut être absolument juste en tout point, c'est quelqu'un qui n'a pas d'émotion, c'est un robot. Et donc du coup, c'est quelqu'un qui ne sait pas vivre. C'est quelqu'un qui est tout le temps en colère parce qu'en fait, il ne sait pas gérer ses émotions, vu qu'il les rejette, il trouve ça injuste quand il en a, et il veut absolument être parfait. Mais quelqu'un de parfait n'existe pas, et comme je vous l'ai dit, on s'améliore de 1% chaque jour. Il faut se pardonner le fait d'avoir été imparfait hier et de vouloir faire mieux demain. Et on arrête de rechercher la perfection. On apprend à vivre et on fait du mieux qu'on peut. La rigidité, elle se formalise sous 2 aspects. D'abord, il y a la victime, comparaison et jalousie. Lui, il y arrive, lui, il est fort. Non, mais en même temps, lui, ça se trouve, c'est parce que lui, il avait des parents qui l'ont sponsorisé, il avait des pistons. Non, mais lui, c'est parce qu'il est plus grand, donc c'est pour ça qu'il court plus vite. Et on est une victime et on se dévalorise nous parce que les autres, ils sont mieux et on se compare et on se compare et on se compare. Ou alors, on passe carrément au bourreau. Vengeance, sabotage. On va dans le vestiaire de quelqu'un saboter ses chaussures. On va aller dire derrière le dos de quelqu'un, on va faire répandre une rumeur. On va dans la vengeance. Pourquoi? Parce qu'on ne se croit pas capable seul d'arriver à ce niveau-là. Quand on est face à quelqu'un qui a la blessure d'injustice, imaginons avec le curseur là, vous êtes tous les deux en bas. Et il y a une personne qui commence à faire beaucoup d'efforts pour s'améliorer, disons, au sport par exemple. Et elle fait des efforts et elle commence à monter. Son barème d'efficacité, elle commence à monter. Et nous, on est en bas, on a 2 choix. Ou alors on active notre ego, et donc avec la blessure d'injustice, et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on la dévalorise, etc., pour qu'elle redescende à notre niveau. On veut qu'elle redescende et qu'elle reste en bas dans notre zone de confort. Ou alors, on décide d'activer l'âme, et on décide nous aussi d'être inspiré par cette personne qui fait des efforts, et donc de faire des efforts comme elle, et de monter comme elle, et d'ouvrir les volets, de sortir de la chambre noire, et de prendre la lampe torche qui nous a tendue, en se disant, bon bah c'est pas si horrible que ça d'avoir de la lumière dans les yeux. Et on monte tous les deux tout en haut. Donc, en fait, c'est aussi une forme de contrôle, un peu comme la blessure de trahison. La blessure de trahison, on contrôle les autres pour qu'ils soient exactement comme nous on veut. On veut faire évoluer les gens comme nous on veut. Ça, c'était la blessure de trahison avec l'abandon, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. La blessure d'injustice, c'est également du contrôle, mais inverse. On contrôle les gens pour qu'ils n'évoluent pas, pour qu'ils restent en bas avec nous.
Et s'ils ne veulent pas rester en bas avec nous, on est dans la vengeance, dans la jalousie, dans la médisance, on fait répandre des rumeurs pour qu'ils restent en bas avec nous. C'est une forme de contrôle. C'est une forme de rigidité. On veut que rien ne change. La solution, c'est le pardon. Accepter de faire des efforts pour arriver à nos rêves en côtoyant d'autres personnes inspirantes. Donc, le cercle vicieux. Je me sens rejetée. Je n'assume pas mes émotions en rejetant la faute sur l'autre. Je fuis mes responsabilités en tournant vers l'autre des situations. On veut rester dans sa zone de confort. On rêve d'être à la hauteur pour aller vers ce qu'on aime et observer ceux qui y sont. Mais on rêve sa vie, on ne vit pas du tout ses rêves. Et on se compare. Et là, on active la blessure d'injustice, on devient injuste. Avec soi, avec les autres, en condamnant la situation plutôt que de vouloir évoluer et se sentir à la hauteur. Mais c'est la faute de l'autre, moi j'ai pas réussi parce qu'il a plu, lui il a des chaussures plus performantes, il a un équipement, il a plus d'argent, il a plus de trucs, il a plus de machin, on n'y arrive pas. Du coup on est jaloux, on est rigide, on commence à devenir très exigeant pour que l'autre devienne exactement comme avant, on refuse d'évoluer. L'autre personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se respecte et elle part. Elle part, elle continue son évolution et elle s'entoure de personnes qui sont encourageantes et bienveillantes. Si on passe au cercle vertueux, on se sent rejeté. On assume ses émotions et on prend ses responsabilités. On sort de sa zone de confort avec une introspection d'évolution. On prend conscience de ses rêves et de ceux qui y sont arrivés. Donc on commence à prendre des modèles, des références. On est inspiré par toutes les réussites et les échecs en cumulant de l'expérience. On arrête de croire que le fait d'échouer est dramatique. On arrête de croire que l'échec est en fait insurmontable. On s'éloigne des personnes jalouses dans le jugement et qui refusent d'évoluer, donc des personnes qui sont dans le jugement, dans l'injustice, et on s'entourage de personnes bienveillantes, encourageantes dans l'évolution personnelle, et là on ne se sent pas rejeté, on se sent inclus. On s'est trouvé un groupe de personnes avec qui on évolue à la même longueur d'onde et on est inclus. Parce qu'on a décidé de fournir des efforts et de surmonter notre ego. La blessure d'humiliation, c'est le refus du bonheur. La honte, la gêne, le dégoût, rabaisser, critiquer, indigner. Alors ça, c'est une blessure, je vous fais une petite aparté, qui est faite par... Ah oui, je vous ai peut-être pas dit les blessures avant. La blessure d'abandon et de trahison, c'est les parents du sexe opposé. Donc si vous êtes une femme, c'est votre papa, si vous êtes un homme, c'est votre maman. La blessure de rejet et d'injustice, c'est parents du même sexe. Donc si vous êtes un homme, c'est votre papa, si vous êtes une femme, c'est votre maman. La blessure d'humiliation, ce n'est pas la même chose. C'est la blessure de la personne qui s'est occupée de vous et de votre développement corporel. La personne qui vous a nourri, qui vous a habillé, qui vous a amené à vos activités quand vous étiez enfant. Ça peut être un parent, ça peut être une nounou, ça peut être un oncle, une tante, ça peut être une famille d'adoption, ça peut être ce que vous voulez, mais c'est la personne qui vous a le plus accompagné dans votre évolution corporelle en étant enfant, dans votre croissance. Et ce qui s'est passé, encore une fois, toutes les blessures, ce ne sont que des ressentis, des perceptions, ce n'est pas la réalité. Ce qui s'est passé, c'est que peut-être que vous avez beaucoup été critiqué, ou en tout cas, vous en tant qu'enfant, vous vous êtes senti critiqué. Vous vous êtes senti tout le temps dans la honte, jamais dans la dignité. Et ce qui se passe dans le mental, c'est « je mérite le pire ». Je ne peux rire que de moi-même, je fais beaucoup d'autodérision. Je me punis et je m'humilie. Scarification, boulimie. Je me sens sale. Je refuse le plaisir et je n'accepte que la douleur. Donc je n'accepte pas, je déteste de la salsa, donc je m'inscris à la salsa. Moi mon rêve ce serait de danser le rock. Eh ben je ne vais pas vers le rock, je vais m'inscrire à la salsa. Parce que je ne le mérite pas. Je ne mérite pas d'être libre, donc je m'enchaîne dans des relations toxiques. Avec le masque du masochiste. La solution pour sortir de l'ego et aller vers la pleine conscience de soi, c'est de comprendre qu'on mérite le meilleur pour son enfant intérieur.
S'occuper de soi, de son corps, de son bien-être, en pratiquant la notion de plaisir. Qu'est-ce qui me fait le plus plaisir? Être plutôt du matin ou du soir? Qu'est-ce qui me fait le plus plaisir? Manger des œufs à la coque ou des œufs au plat? Qu'est-ce qui me fait le plus plaisir? Comment j'ai envie de m'occuper de mon corps? En portant tel vêtement ou tel vêtement? Est-ce que je m'octroie le fait d'aller me faire masser dans un institut de massage? Cultiver la notion de plaisir et de bien-être de soi. Travailler sa liberté et son indépendance. Apprendre à se valoriser et se complimenter. Petite astuce, se faire une lettre de remerciement à son corps. Parce que, comme vous l'avez compris, la blessure d'humiliation a beaucoup de liens avec le corps. Si vous faites une lettre de remerciement à votre corps, de gratitude à votre corps, merci mon corps de me porter tous les jours, de pouvoir faire telle et telle chose, de toutes les fatigues que j'ai accumulées ces derniers temps. Merci chaque organe de faire votre fonction. Par exemple, merci au foie, à chaque fois que je vais dans une piscine, de filtrer le corps et de traiter les déchets toxiques du chlore pour pas que je meure dans cette piscine. Merci au cerveau d'utiliser tout le glucose pour pouvoir que j'ai des idées créatives et que je réfléchisse. Être dans la gratitude. Remerciez votre corps. Excusez-vous si vous avez trop tiré sur la corde. Petit focus sur le masochisme. La définition, c'est comportement de quelqu'un qui semble rechercher des situations où il souffrira, sera mal aimé et en difficulté. Le masochiste peut se formaliser sous deux aspects. D'abord, il y a la victime, donc avoir honte, et surtout avoir tellement peur de potentiellement faire honte que du coup, on va surmonter ça et on va anticiper ça et on va se ridiculiser soi-même en amusant la galerie, en se dévalorisant, en faisant des blagues horribles sur soi-même, en se disant en fait, c'est moi qui l'ai décidé. Donc en fait, on devient sa propre victime. Parce que, comme ça, l'ego est content, c'est sous contrôle. Dans tous les cas, je suis sûre que j'allais faire honte. Donc au moins là, quand j'ai fait une blague sur moi-même, j'ai contrôlé la vanne et j'ai contrôlé la critique sur moi-même. Le bourreau, donc faire honte aux autres. Je suis sûre que si je m'habille comme ça, mes parents vont avoir honte de moi. Donc il faut que je fasse attention à ça, il faut que je fasse attention à ci. De toute façon, je vais me faire critiquer, donc autant m'habiller comme je veux. Et donc c'est vraiment être dans un comportement très violent envers soi-même, de dégoût, et le cultiver soi-même, ce comportement, pour être sûr de continuer à être dans l'humiliation. On parle de masochiste car en fait on est incapable de penser positivement, de ressentir du bien-être. La solution, c'est la liberté. Lâcher les contraintes, lâcher les obligations dévalorisantes, lâcher tout ce qui est obligation dans notre esprit. Libre de ressentir du plaisir, de s'occuper de soi d'abord, d'avoir une bonne image de soi. On est libre de potentiellement pas être humilié et de pas être humiliant. Donc voilà une petite étendue de la blessure d'humiliation qui, heureusement pour nous, est un peu moins omniprésente dans notre vie, mais je pense qu'on a tous 1% de blessure d'humiliation dans notre vie. Minimum 1%. En conclusion, alors, un moyen très efficace pour guérir les blessures, c'est déjà l'auto-observation sans jugement. S'observer en disant « Ah, là j'ai eu un comportement de sauveur ». 2 jours après « Ah, là j'ai eu un comportement de sauveur ». Ne pas se dire « Oh là là, je suis nulle, j'ai voulu sauver, blablabla ». Non, notez à chaque fois que vous avez un comportement de sauveur. Et au fur et à mesure, à force de répétition et d'observation bienveillante, tu vas reprendre le contrôle de ta vie et tu vas commencer à anticiper. Au bout du 17e jour, ah, là, j'aurais pu avoir un comportement de sauveur, mais je viens de l'anticiper et à la place, je vais laisser la responsabilité à l'autre et je vais le laisser faire sa vie. On peut analyser quelle blessure principale déjà tu as dans ta vie professionnelle et dans ta vie personnelle pour déjà commencer à mieux comprendre les mécanismes de ces deux aspects de ta vie. Ensuite, tu peux comprendre que les blessures ne sont qu'un ressenti non objectif. C'est ta réalité. Je dirais même c'est la réalité de ton enfance. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as envie d'avoir une autre réalité et il est temps de te défaire de cette réalité.
Un autre petit conseil, donner un prénom à ton ego pour le personnifier, le détacher de toi, lui parler, le rassurer. Écoute, ego, là je pense que tu as peur, tu veux contrôler, moi je pense qu'on devrait quand même essayer, on devrait le faire, il faudrait qu'on arrête de fuir. Je te propose qu'on essaye. Parler à son ego ou écrire à son ego. Ne pas hésiter à écrire. L'écriture libère. Ensuite, devenir sa première priorité en guérissant ses blessures. Donc là, je vais faire une petite aparté pour le syndrome du sauveur. C'est pas parce que vous avez écouté toute cette présentation que vous allez commencer à devenir psychologue et que vous allez commencer à donner des conseils non justifiés et non demandés à des gens. Ah bah là, Micheline, je pense que tu as la blessure de trahison parce que tu fais ci et ça. Est-ce que la personne a demandé? Non. Donc on le garde pour soi. Et cette présentation, on l'applique pour soi et on la garde pour soi. Et si, par exemple, on transfère cette vidéo à quelqu'un et qu'elle ne veut pas la regarder, c'est sa responsabilité de son évolution. On arrête de vouloir imposer une évolution aux autres qui n'a pas été demandée. Donc on se concentre sur soi, sur sa guérison, on est sa première priorité et on arrête de s'occuper des autres. On dialogue avec son enfant intérieur et on essaie de comprendre à chaque fois qu'il y a une solution extérieure et qu'on attend une solution extérieure. En fait, on arrête de se positionner en tant que victime. La solution, elle est à l'intérieur, on a toutes les capacités intérieures pour se sortir de toutes les blessures. On n'a pas besoin des autres. On peut se faire accompagner, bien sûr, mais on arrête de croire aux solutions miracles. Comme je vous l'ai dit, c'est comme aller à la gym. C'est avec la régularité. Ça ne va pas changer en 2 jours. Je dirais même, il faudra 1 an, je pense, 12 mois, pour vraiment faire le tour des 12 blessures, parce qu'elles vont être nichées, mais dans des recoins de votre vie que vous ne soupçonnez pas. Avec chaque personne, vous avez potentiellement une relation dominant-dominée avec un ego surdimensionné quelque part. Il va falloir analyser laquelle des 5 blessures c'est, pourquoi, comment et l'enlever. Et comment l'enlever. Si je vous remets les blessures en bref, il y a l'abandon avec le syndrome du sauveur, la trahison avec le problème de confiance, le rejet avec le syndrome de l'imposteur, l'injustice avec un problème de pardon et l'humiliation avec un problème de liberté. Je vous ai mis ce tableau synthétique que vous pouvez faire un screenshot, l'imprimer, le mettre dans votre sac. À chaque fois, je vous ai mis les émotions constatées. Je pense que c'est la colonne la plus importante pour vous. Quelle est l'émotion que je reçois? Et une fois que vous avez l'émotion qui est constatée, là, vous dépliez la ligne et il y a la compilation de toute cette présentation est dans cette slide. Qu'est-ce que se dit le mental? Quel est le masque? C'est quoi les solutions? Syndrome de l'imposteur, syndrome du sauveur ou masque de la victime avec le masochiste. Tout est là. Les 2 blessures avec le parent du sexe opposé, les 2 blessures avec le parent du même sexe et la blessure avec la personne qui s'est occupée de votre croissance en tant qu'enfant. Voilà la petite fiche récap. Mais je pense que juste avoir cette fiche sans avoir eu l'explication avant ne va pas beaucoup aider. Cette présentation est finie. Je voulais vous remercier. Mon souhait, c'était vraiment que vous aider à prendre conscience de votre ego, de la place qu'il prend dans votre vie et donc du coup de la place qui reste à récupérer. Et donc maintenant, je pense que vous avez toutes les connaissances pour remuscler votre mental, contrôler vos peurs, contrôler votre ego et refaire du 50% âme, 50% ego. N'hésitez pas à mettre en commentaire tous vos retours, vos évolutions, vos partages de vie. C'est toujours hyper enrichissant et intéressant. Et comme je vous l'ai dit juste avant, inspirant. Autant s'inspirer les uns les autres. Et un grand merci de m'avoir suivi pendant toute cette vidéo. Très bonne journée à tous!